Tout de suite, magazine. C'est une situation qui fait débat et qui s'empire du jour le jour. La situation reste toujours compliquée sur la ville de Lubumbashi. À ce qui concerne l'approvisionnement en carburant, des stations sont inondées par des véhicules. Tu ne crois pas depuis 13 heures, mais jusque-là tu n'as pas de carburant. Est-ce que Imam... Vous êtes en direct de Faya Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Actualité Plus, une émission qui vous fait découvrir différentes actualités, bien évidemment, qu'elles soient politiques, religieuses, économiques. On en parle dans cette émission. Bienvenue à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien, cette dénonciation justement du projet de balkanisation, tant dénoncé par plusieurs acteurs politiques, bien évidemment, plusieurs organisations de la société civile également qui dénoncent ces projets de balkanisation de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois pour vous des acteurs politiques déjà sur ce plateau, à l'occurrence Dominique Kadisha, lui est des Lions sacrés de la nation, vision de chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je m'en vais directement dire bonsoir monsieur Dominique et bienvenue dans cette émission. Bonsoir monsieur le journaliste. Pour nous c'est un plaisir de participer à ces débats purement pédagogiques et républicains. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un autre invité, c'est M. Placide Kishito. Lui est de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou. Bonsoir M. Placide et bienvenue dans cette émission. Bonsoir M. Ali Pascal, merci de votre invitation. Bonsoir à mes deux co-débatteurs et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un autre invité, c'est Jérémy Bonza, analyste politique indépendant. Bonsoir M. Jérémy et bienvenue également dans cette émission. Bonsoir M. Ali et bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent à cette moment. Alors je l'ai dit, nous allons parler de ces projets de balkanisation tant décrits par plusieurs acteurs politiques. Il y a Martin Fayoulou qui a en parlé, Adolphe Mouzuto et tant d'autres acteurs politiques qui sont en train de décrire ces projets de balkanisation de la République démocratique du Congo suite bien évidemment à l'agression rwandaise du côté est de la RDC. Et donc c'est avec cette ossature que nous allons essayer d'analyser cette question, cette épineuse question bien évidemment. Première question sera adressée à M. Dominique Kadisha. M. Dominique, quel aperçu aujourd'hui qu'on peut avoir de ces projets de balkanisation tant décriés par plusieurs acteurs politiques de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. Je voulais aussi ajouter quelque chose que je suis le président fédéral du parti politique le progressiste cher au sénateur Sami Badibangantita. Par rapport à la question de ce projet de balkanisation, nous savons tous que la communauté internationale, à un moment-là, bien sûr, il cherchait à réfléchir comment est-ce qu'on peut balkaniser la RDC. Et je me souviens déjà à l'époque, lorsque au niveau de l'Europe, je le dirais même, qu'il y avait une conférence qu'on discutait comment est-ce qu'on pouvait absorber les trop-pleins du Rwanda en créant un État tampon, bien sûr, dans la province de Kivu. Déjà à cette époque-là, cette histoire de balkanisation prenait forme au fur et à mesure.
Souvenez-vous, un moment comme ça, nous avons vu même un drapeau flotter à Kivu, la République de Kivu. C'était par rapport, c'était un ballon d'essai où l'homme blanc a tout prix compté réellement de récupérer la partie Kivu pour essayer un peu de, par rapport à tout ce qui est comme richesse, minéraux, et l'homme blanc réfléchissait déjà comment est-ce qu'il pouvait déjà nous diviser par rapport à cela. Et il s'est fait qu'à l'époque, le régime passé des 18 ans, je voulais l'appeler comme ça, et, nous étions agressés par autant de groupes d'armées. Il y avait les FDLR, il y avait des SNDP avec Kundabatware, le 1-23, les Raïa Mutomboki. Il y avait autant de groupes d'armées de l'autre côté là. Maintenant, il fallait pour la RDC ou le pouvoir à l'époque, ils avaient trouvé bon d'exploiter l'option diplomatique pour essayer un peu de déterminer tout ce qu'il y avait comme tension de l'autre côté. C'est comme ça que la RDC ou le gouvernement à l'époque avait opté la voie diplomatique, qui est d'autres une voie de négociation, qu'il fallait passer par des négociations. Ici, il y a lieu aussi d'insinuer qu'il y a une différence entre le dialogue et négocier. Mais à l'époque, on parlait beaucoup plus de négociations. Et c'est là où nous avons vu le gouvernement signer des accords avec beaucoup plus de l'M23, où cet accord-là aujourd'hui est en train de nous poser des problèmes sérieux. Si vous parcourez un peu l'accord signé, l'accord de paix signé entre le gouvernement et l'M23, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de pièges. Ce n'est même pas des pièges, mais c'est un accord qui a été mal négocié. Si vous lisez l'article 7 de cet accord, on vous dit que l'M23 doit être intégré dans toutes les institutions. Donc le gouvernement, les entreprises publiques, l'armée, donc partout là. Et ça c'est l'article 7. Si vous allez à l'article 16, 13 et 16, vous allez comprendre que réellement l'accord a été mal négocié. Voilà, aujourd'hui, nous sommes infiltrés à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'on avait mal négocié l'accord là. Aujourd'hui, le Rwanda, parce que si vous lisez l'accord, on vous dit l'armée rwandaise a été autorisée de sillonner, d'inspecter notre territoire, de faire des renseignements sur notre territoire. Et voilà, aujourd'hui, le Rwanda a pris le goût, parce qu'il a eu à découvert là où il y avait de minéraux, il connaissait un peu notre stratégie, et puis aujourd'hui le Rwanda est en train de chercher comment réellement récupérer le 2 Kivu, je peux dire ça. Alors, une petite précision, les accords ont été signés entre le gouvernement congolais et le mouvement du 23 mars ou entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Une précision à ce niveau, puisque vous évoquez la question liée aux accords signés entre le gouvernement congolais et le Rwanda ou le M23. L'intitulé, c'est l'accord de paix entre le M23 et la RDC. Mais c'est lorsque, vous voyez, pendant 18 ans, nous étions tous focalisés sur l'M23. On disait que c'est l'M23 qui nous agressait. Mais avec l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête de la République, il a eu un peu à dénoncer clairement que c'est le Rwanda derrière le M23, pour ne pas dire que c'est Kagame qui nous agresse. Et nous savons le parrain de Kagame, beaucoup plus ce sont les Occidentaux. À tout prix, ils sont en train de chercher comment balkaniser notre pays. Et voilà un peu. Donc ici, l'accord a été mal négocié. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans une position où nous sommes en train maintenant de chercher. Nous saluons d'ailleurs la position du président de la République qui vous dit on ne peut pas négocier avec les rebelles. Là, c'est carrément impossible de négocier avec les rebelles. Et Kagame se retrouve aussi maintenant dans une position de faiblesse.
lui qui pensait être dans une position de force, mais lorsque le chef de l'État vous dit clairement que nous, on ne négocie pas avec le 1-23, or nous connaissons que le 1-23 c'est le Rwanda. Voilà, il y a eu autant je dirais, des concertations. Vous savez, il était au mois d'octobre ici, récemment ici, il était avec le Macron et Kagame et Félix. Ils ont essayé un peu de parler sur le plan diplomatique. Et nous avons trouvé que Kagame, il ne respecte rien et il n'a jamais respecté. Voilà, donc cette fois-ci, comme le savons tous, pour terminer une guerre, soit c'est sur le plan diplomatique, soit c'est pas la guerre aussi. Voilà, nous sommes en train d'aller avec le 2, la diplomatie, et aussi s'assumer sur terrain en tant qu'un pays aussi souverain. Merci beaucoup, M. Dominique Kadisha, pour cette intervention. M. Placide, comment vous entrevoyez le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo? En fait, le projet est tout à fait réel, même si par le passé, il y a eu beaucoup de doutes dans certains acteurs, tant internationaux que nationaux. Avec l'évolution de la situation, nous avons compris que le projet était là. Et d'ailleurs, le projet ne date pas d'hier. C'est un projet qui date de très longtemps, on ne saura pas ressasser toute l'histoire ici, mais au moins ceux qui sont avisés, qui suivent l'actualité politique dans ce pays, savent que cette histoire a commencé notamment avec l'arrivée de l'AFDL ici. Donc l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, alliance qui était conduite par feu le président Laurent Désiré Kabila. Et petit à petit, nous sommes arrivés à une situation où, notamment à l'avènement du dialogue inclusif, dialogue entre Congolais tenu à San City en Afrique du Sud, Exactement. Dialogue qui décidait qu'il fallait que l'on brasse, que l'on intègre certains éléments de toutes ces rébellions qui pullulaient là-bas à l'Est, comme vous le savez, notamment le RCD KML, le RCD Goma, ainsi de suite, pour ne citer que ces deux-là. Et donc cette situation nous a plongé dans une difficulté de pouvoir pallier à cette situation-là. Et on ne s'arrête pas là. Il faut aussi dire ici que cette balkanisation est aussi voulue par l'Occident. Comme on l'a dit ici, je voudrais l'appuyer et donner les raisons de cette intervention. Lorsque vous écoutez par exemple le président Sarkozy, le président français de l'époque, à Kinshasa en 2009, devant les deux chambres de notre Parlement réunies en congrès, M. Sarkozy disait déjà à cette époque que pour que les pays de la sous-région, je veux dire des Grands Lacs, puissent vivre en paix, il fallait que l'on exploite de manière commune nos richesses, je veux dire les richesses de la République démocratique du Congo. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont compris que l'Occident était derrière cette situation-là. Parce que même dans différents rapports produits par les organisations internationales, notamment Human Rights Watch, et même l'Organisation des Nations Unies elle-même, dans les rapports produits, on dit clairement que ces groupes armés sont soutenus non seulement par les États voisins, mais aussi par les multinationales. Et donc, lorsque ces multinationales sont derrière, c'est qu'elles ont une visée claire. Et lorsqu'on parle de balkanisation, ça ne va pas nous étonner seulement, parce que ce n'est pas seulement ici au Congo. Très récemment, en 2009, on a balkanisé le Soudan, en le divisant en deux Soudans, donc le Soudan du Nord et le Sud-Soudan. Et avant cela, il y a eu une guerre qui a ravagé des millions de personnes là-bas. Et donc, d'après tous les rapports qui ont été produits, là aussi, il a été démontré que ce sont les Occidentaux qui étaient derrière cette situation-là. Et donc, la balkanisation, si on en parle ici, elle ne doit pas nous surprendre. C'est un projet réel. Des gens avisés comme la CENCO, les évêques de la CENCO, comme les organisations internationales et nationales, ont déjà produit des rapports avec des éléments clairs qui indiquent que certains États voisins, notamment le Rwanda, comme il a toujours été cité, parce que finalement, ce n'est pas seulement les organisations comme Human Rights Watch qui dit cela,
mais aussi l'ONU elle-même. L'ONU dont nous faisons tous partie, le Rwanda et le Congo. Et donc il est important que les gens puissent prendre très à cœur cette situation, ne rien négliger, parce qu'on a constaté, quand vous voyez par exemple en 2012 ou 2013, si ma mémoire est bonne, lorsque le M23 est défait, ces éléments se sont retranchés dans des pays que nous connaissons tous. Ils ne sont pas restés ici. Ils sont allés là, ils ont pris le temps de se réorganiser et de revenir ici, dans les conditions que vous connaissez. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a des projets, ça et là, de vouloir prendre une certaine superficie à notre État pour l'annexer soit à leur pays, parce que c'est aussi ça que signifie la balkanisation, soit pour en faire carrément un État indépendant, un État tampon, comme on l'a dit ici, dans lequel on peut rentrer à tout moment, prendre ce dont on a besoin et repartir. Merci beaucoup, M. Placide Kishiko, pour cette intervention. Je m'en vais à vous, M. Jérémy Bonza. Pensez-vous que ces projets de balkanisation va-t-il justement réussir un jour? Merci beaucoup, M. Ali, pour cette question. D'entrée déjà, d'ailleurs, il faut le dire, que c'est un projet qui, comme on l'a dit, qui ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, la balkanisation ou les plans de balkaniser le Congo, c'est depuis la veille de l'indépendance, en 1960. Il y a eu plusieurs mouvements, plusieurs choses qui se sont faites pour que le Congo soit balkanisé. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont bien informés, vous allez constater que d'ailleurs, dans les années 1989, 1998 et 2003, c'était pire qu'aujourd'hui. Parce que là, c'était pratiquement même qu'on pouvait parler du Congo qui était déjà morcelé. Mais cela n'a jamais réussi. Ce n'est pas ce qui arrive aujourd'hui qui va vraiment nous mettre d'accord pour dire que véritablement le Congo est balkanisé. Et au-delà de ça, il y a une autre chose, au moins aujourd'hui, ce que j'arrive à comprendre, c'est qu'il y a au moins cet éveil de la conscience de toute la population, de se dire que voilà, le Congo est en danger. Et en danger d'être balkanisé, soutenu bien sûr par les multinationales qui sont derrière le Rwanda, et le Rwanda derrière les M23. Et aujourd'hui, nous sommes face à ça, et cela nous met à cœur qu'au moins aujourd'hui, nous savons ce que nous sommes appelés à faire. C'est aujourd'hui ce que nous voyons, c'est que nous sommes au moins éveillés, nous comprenons que nous pouvons faire face quand nous sommes tous debout, lorsque nous sommes mobilisés, lorsque nous sommes sensibilisés, et c'est ce qui est en train d'être fait, et c'est à encourager. Alors il faudrait se limiter à cet éveil dont vous venez d'évoquer, où il faut initier plutôt des actions concrètes pour essayer de mettre une barrière à ces projets de balkanisation. Justement, on ne se limite pas seulement à mobiliser la population, on ne se limite pas seulement à appeler la population à soutenir telle ou telle autre marche quelconque. Mais au-delà de ça, faudrait-il aussi informer la population en temps réel de tout ce qui se passe de l'autre côté. Cela va nous permettre à ce que nous soyons réarmés, que chacun puisse prendre ses responsabilités, de moins d'informer à peu près de tout ce qui peut se passer, parce qu'il y a ces populations qui ont leurs frères qui vivent de ces coins-là, qui sont même à l'étranger, où ces projets de balkanisation est concocté. Est-ce que ces gens-là, ils sont au moins considérés pour donner des informations à l'État congolais? Parce que vous allez vous rappeler que c'est d'ailleurs pour le dire que les projets de balkanisation, plusieurs acteurs politiques ont essayé de les dire tout haut, que les Rwandais, c'est les Rwandais. Mais le gouvernement, à un certain moment, c'est vrai, était caractérisé par une forme de nonchalance, un peu de négligence pour mettre en place de véritables initiatives comme aujourd'hui, notamment l'appel du chef de l'État. Cela ne s'était pas fait avant, alors que quand en l'an 2020, 2021, c'était pratiquement la même chose. Et aujourd'hui, ça s'est intensifié. Mais à cette période-là, il y avait des acteurs politiques. Ceux qui font des recherches sur la question, notamment la question congolaise, ils ont eu à dénoncer que véritablement, le Rwanda est derrière tous les différents groupes qui se trouvent dans la partie de l'Est et qui attaquent le Congo. Mais le gouvernement n'avait pas tenu compte de ça.
bien que pensant que c'est pour... ils sont d'une casquette politique quelconque, on ne pouvait pas prendre en compte ça. Mais aujourd'hui, au moins, il y a le gouvernement essaye d'être debout, de voir en face les réalités et de prendre les mesures qu'il faut prendre. Merci beaucoup, monsieur Jeremy Bonza, pour cette intervention. Je reviens à vous, monsieur Dominique Kadisha. À qui profiterait finalement le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo? Au Rwanda ou à l'Occident? La réponse est très simple, c'est beaucoup plus à l'Occident qui est en train de se cacher derrière le Rwanda. J'ai aimé ce que mon co-débatteur Banza vient de dire ici. Écoutez, il ne suffit pas seulement de réveiller la population, de sensibiliser cette population, mais le gouvernement, à ce stade ici, le gouvernement doit s'assumer. Le gouvernement doit s'assumer parce que vous savez, un moment là, on ne savait pas bien se situer. Est-ce que c'est le Rwanda qui nous attaquait, qui nous agressait? Est-ce que c'était le 1-23 qui nous attaquait, qui nous agressait? Est-ce que c'est l'Ouganda? Même aujourd'hui, on ne sait pas bien doiter l'Ouganda. Mais si vous comprenez dans tout ça, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Mais je ne sais pas comment le gouvernement ne sait pas nous doiter aussi l'Ouganda, au besoin même expulser aussi l'ambassadeur de l'Ouganda dans notre territoire. Voilà, donc ici, le gouvernement doit s'assumer. J'ai aimé la réplique militaire que l'armée a eu à effectuer à l'Est, parce que à chaque fois que nous étions menacés, l'option diplomatique était réellement beaucoup plus exploitée que l'option militaire. Mais cette fois-ci, moi je pense que les deux options, et militaire et diplomatique, ce sont des options que nous devons utiliser à tout moment pour que nous puissions nous faire respecter. Sinon, on ne peut pas se présenter, on ne peut pas s'afficher à un état pleurnichard où nous devons commencer à se plaindre chaque fois. Nous avons les éléments, le rapport des experts de l'ONU. Ça explique clairement que le Rwanda était derrière cette histoire, et il est derrière cette histoire de l'agression par le 23. Et voilà, donc ici nous disons, le nom patriotique ou ce réveil patriotique, c'est très très bien. Nous devons être informés, comme mon co-débatteur l'a dit, non seulement être informés, au besoin pour nous présenter aussi des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'après être informés, de notre part, qu'est-ce que nous devons faire la population? Nous devons travailler avec la police, donc informer beaucoup plus la police sur la réalité du terrain. Bien sûr aussi nous devons nous assumer si possibilité il y a. Je me souviens à l'époque de Musée, il avait fait l'appel à l'autoprise, à l'autodéfense, je dirais, à l'autodéfense où chacun pouvait se défendre, pour chacun pouvait avoir une arme, une flèche et tout ça pour défendre. Moi je pense que nous en tant qu'un pays, écoutez, on ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier sur ce qui est de l'intégrité territoriale ou ce qui est de la souveraineté nationale. Là on ne peut pas négocier. C'est notre terre, nous devons nous assumer en tant que tel, en tant que les habitants, en tant que les Congolais, nous devons nous assumer. Nous ne devons pas commencer à faire des beaux yeux à nos voisins au moment où nos voisins sont en train de monter des stratégies pour nous déséquilibrer. En 2013, si vous lisez même l'accord de 2013 là, moi je me dis, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, c'était Raymond Tshibanda. Si vous suivez même le propos du professeur Kalele, il est en train d'expliquer comment Obasanjo posait des questions à Raymond Tshibanda, que vous signez cet accord, vous signez vraiment cet accord. C'était des questions interpellatrices pour que le ministre puisse se réveiller et voir qu'il est en train de vendre notre pays. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir par rapport à ces accords-là, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes un pays souverain, nous devons défendre notre intégrité territoriale. Merci beaucoup, monsieur Dominique. Monsieur Placide Keshuko, est-ce qu'on peut parler de ces minerais? Le minerai, dont décrié, disons, qui sont à la base de plusieurs mots à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce que ce sont ces minerais-là qui peuvent être à la base de ce projet-là, selon vous? Écoutez, on l'a dit et on le redira. Ce qui est en jeu dans la partie est de la République, ce sont les ressources naturelles dans leur ensemble.
Parce qu'en fait, je venais de rappeler ici les propos du président Sarkozy. Ce sont des propos qui pouvaient déjà nous interpeller depuis cette époque-là. Comment est-ce que M. Sarkozy pouvait débarquer ici, nous demander pour des raisons de paix d'exploiter de manière commune nos minerais à nous, sans tenir compte des frontières, tangibilité des frontières. Et donc, à la question de savoir si ce sont les minerais, la réponse est oui. La réponse est oui. D'ailleurs, si je vais loin... Alors, je ne vous interromps pas, excusez-moi, je vous interromps. Si la réponse est oui, ce sont les minerais qui sont à la base de cette situation, mais ces minerais-là sont exploités sur base des accords signés entre le gouvernement et le multinational. Non, mais pas que sur base de ces accords-là. On a rappelé ici que l'Est de la République, c'est pratiquement une poudrière. Il y a des rébellions de tout genre. Et derrière ces rébellions, parce qu'en fait, ces rébellions, où vont-elles acheter les armes? Récemment, le secrétaire général de l'ONU a fait une déclaration qui a un peu choqué. Déclaration selon laquelle le M23, c'était un mouvement sérieusement armé, de plus que même l'ONU elle-même, les éléments de l'ONU. Dès lors qu'on sait que les éléments de l'ONU sont armés par des pays respectifs, membres. Et quand vous voyez les pays membres de l'ONU, ce sont des pays puissants. Il y a parmi eux des pays de grandes puissances militaires. Mais quand on dit que le M23 est très armé de plus que l'ONU et même de plus que notre gouvernement, ça c'était quand même grave. Et donc, la question est plus profonde. L'Occident, comme on l'a dit ici, parce qu'il faut le nommer, il ne faut pas que l'on vienne se voiler la face ici, l'Occident voudrait dans sa philosophie, et même tous les puissants de ce monde, créer une sorte d'État tampon, comme on l'a dit ici, un État, même si cet État ne profiterait pas directement au Rwanda, même indirectement, il pourrait lui profiter. Vous avez des États comme le Liban, c'est un État bidon, un État où les décisions se prennent ailleurs, notamment en Syrie, avant que la Syrie ne soit déstabilisée. Et donc on peut tenter de mettre un type d'État comme celui-là, parce que c'est le souci, on peut, je dis bien on peut. Dès que cet État est mis en place, ceux qui ont concouru à apporter les éléments et tout ça, à se battre, à soutenir X ou Y, pourront, dans une certaine mesure, profiter de ce qu'il y a dans cette partie de l'Est-là. Parce que si c'était une partie où il n'y avait pas des ressources naturelles assez suffisantes, je ne vois pas pourquoi on se battrait pour pouvoir l'occuper ou pour pouvoir y créer un État X ou Y. On l'a rappelé ici qu'on a essayé même d'hisser un drapeau. Ça a été significatif. Ça veut dire, c'est dire au reste du monde que, vous voyez, maintenant nous avons déjà entamé le processus d'une mise en place d'un État. Et donc cet État, il peut exister avec des nationaux, parce que dans ces rébellions-là, il y a certains de nos compatriotes qui sont manipulés. Au M23, par exemple, il n'est un secret pour personne. Le porte-parole du M23, par exemple, c'est un soldat qui s'est rébellé, soldat des forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, on peut trouver quelqu'un qui peut bien vouloir jouer ce rôle-là, les mettre en place, mais les décisions se prennent ailleurs, et les uns et les autres continuent de bénéficier de ces revenus-là. On l'a rappelé ici, l'Ouganda, par exemple, c'est aussi un État qui devait être mis dans le même sac que le Rwanda, dans cette situation-là. Mais malheureusement, non, nous avons vu débarquer ici, dans la stratégie du gouvernement, des éléments de l'armée ougandaise, alors que les médias internationaux, tout comme nationaux, nous ont indiqué que lorsque le M23 est rentré ici, il est passé par le territoire ougandais. Et donc, il est important qu'au-delà des mesures qui ont été annoncées, comme l'a rappelé M. Banza ici, que l'on aille un peu plus loin. Pourquoi pas fermer aussi les frontières avec ces États-là, ces deux États? Parce que ça nous permettrait de vérifier qui rentre, qui sort. Et de cette façon-là, le gouvernement aura la même mise et il peut, sur base des décisions qui ont été prises, notamment l'offensive militaire d'un côté, la diplomatie de l'autre, essayer de contrôler un peu cette situation-là pour voir comment y mettre un terme. Merci beaucoup, M. Placide. M. Jurmi Banza, comment vous trouvez l'attitude du gouvernement congolais par rapport au projet de balkanisation de la RDC? Merci. En tout cas, l'attitude du gouvernement congolais pour l'instant, c'est une attitude responsable, contrairement dans quelques années en arrière. Aujourd'hui, nous sentons que le gouvernement
a au moins compris que c'est une réalité, on ne peut pas blaguer avec. Dans le sens que, comme je le disais ici, il y a eu plusieurs fois, on a dénoncé, même quand le président Tshisekedi était au point de signer l'accord avec Ouganda pour la raffinerie de l'or en Ouganda, on lui a rappelé que l'État, c'est vrai que vous misez sur la diplomatie des gagnants-gagnants, mais le Rwanda n'est pas un État sérieux. Le Rwanda est manipulé de tous bords et il peut vous poignarder, et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. Le président a dit que j'ai été poignardé. Aujourd'hui, après toutes ces étapes, au moins aujourd'hui le gouvernement essaye de prendre, comme je l'ai dit, de prendre conscience et de chercher des solutions. Il faut mettre en place, notamment la solution que j'ai aimée au travers le Parlement, dans une recommandation, demandant au gouvernement, même quand vous négocierez avec les groupes de M23, parce qu'il y a un balai diplomatique ces derniers temps, demandant au gouvernement de dialoguer avec, de négocier avec le M23. Mais quand même, ils ont fixé l'essai dans le sens que, même après les dialogues, il n'y aura plus qu'une question d'intégration, de brassage, de mixage de tous ces groupes armés dans les forces armées, dans la police et dans les services de renseignement. C'est quelque chose à saluer, bien que par moment où on pouvait réfléchir aussi pour se poser la question, est-ce que quand ils ont fixé, notamment les parlements, la question de il n'y aura pas intégration et brassage et consorts, est-ce qu'ils ont aussi pensé, parce qu'ils sont aussi à la base d'amnistier certaines personnalités qui se trouvent dans des groupes... Dans la gestion, même dans la gestion de la chose publique. Justement, dans la gestion de la chose publique. Et tout ça, ça fait que le gouvernement, au moins aujourd'hui, l'État congolais en général, au moins essaye de montrer clairement aux yeux de la face du monde qu'en tout cas la RDC est prête pour faire face ou contrecarrer contre les projets de balkanisation. Et une autre chose, c'est que vous allez constater, c'est que la période de 1980, parce que beaucoup plus ça c'est de l'historique, parce que c'est en puisant, en épluchant l'historique de la République démocratique du Congo que vous allez comprendre tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est que aujourd'hui les M23 et bien sûr ceux qui sont derrière les M23 essayent au moins de faire voir, de nous montrer est-ce que la population est derrière ces revendications des M23 pour que ça soit comme nous avons vécu en 1997 avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Heureusement, le gouvernement essaye de miser sur la mobilisation parce qu'aujourd'hui déjà je vois, il y a plusieurs couches sociales qui se préparent déjà pour faire des marches, pour lutter ou dénoncer ces projets de balkanisation. Merci beaucoup, M. Jérémy Bonza, pour cette intervention. M. Dominique Kadisha, l'état de siège instauré dans les deux provinces à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que cet état de siège-là suffit-il pour essayer de contrecarrer ces projets de balkanisation? Merci beaucoup. Avant que je puisse un peu répondre, avant de répondre à cette question-là, laissez-moi un peu appuyer un élément que mon co-débatteur Wanza vient de soulever ici. C'était la question de savoir comment est-ce qu'on peut barrer ce projet-là de balkanisation. Moi, je pense que nous avons le rapport mapping. Ce rapport mapping-là peut nous aider. C'est ici qu'il faut réunir les intelligences politiques, bien sûr, que nous sommes, les idées là, l'analyste est là, nous, l'Union sacrée, on est là. Est-ce que nous pouvons un jour organiser, je ne sais pas, une conférence, qu'on essaie un peu de réfléchir sur ce rapport mapping-là. Ce rapport-là peut nous aider beaucoup pour essayer un peu de freiner ou bien d'empêcher ou bien au besoin de supprimer même cette histoire-là de balkanisation. Je reviens maintenant à la question que vous venez de poser là par rapport au état de siège. Et écoutez, d'abord l'état de siège, c'est constitutionnel. Le chef de l'État, après avoir
utilisé tous les moyens possibles. Il a trouvé bon maintenant de passer à cet état de siège. Mais c'est avec l'état de siège que ça nous a permis que nous puissions réellement dénicher qui est derrière le M23. L'état de siège nous avait aidé un peu d'éradiquer quelques groupes d'armées qui existaient déjà là-bas. C'est avec l'état de siège. L'état de siège nous a retracé au moins la situation économique de la province. Comment est-ce que notre province était pillée au profit de Rwanda et de l'Ouganda. Et c'est l'état de siège. L'état de siège, il a eu aussi à démanteler les tirets de ficelles à partir de Kinshasa. Parce que, comme mon co-débatteur de l'SID l'a dit, nous avons aussi les nationaux qui sont dans ce coup-là. Et c'est avec l'état de siège que nous avons su que certaines autorités, députés, ministres, je ne sais pas, ils étaient en mèche avec le 1-23. Donc l'état de siège, je dirais vraiment l'état de siège, oui, il y a aussi de faiblesses. Mais si nous voulons beaucoup plus exploiter les qualités ou la force de l'état de siège, donc l'état de siège nous a aidé à comprendre la situation d'une manière approfondie. Comment est-ce que l'M23 ou l'Ouganda ou le Rwanda est en train d'opérer dans notre territoire. L'état de siège nous a aussi permis de stopper un peu le ravitaillement à chaque fois que l'ennemi était un peu en crise et qu'on devait le ravitailler, mais avec l'état de siège, il a essayé un peu de dénicher tout ça. Donc nous disons que l'état de siège, c'était les débuts. C'est à partir de cet état de siège que le chef de l'État il a eu une précision claire et ça l'a même poussé d'aller déclarer tout haut que nous sommes menacés par le Rwanda. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'état de siège. Merci beaucoup, M. Dominique Kadisha, M. Placide Kishikou. L'occupation du mouvement du 23 mars dans certaines localités, dans la partie est de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut interpréter cette occupation comme une mise en œuvre partielle du projet de balkanisation de la République démocratique du Congo, puisque ces troupes rebelles ont déjà occupé bien évidemment certaines localités à l'est de la RDC. Est-ce qu'on peut interpréter cela comme une mise en œuvre partielle de ces projets? Écoutez, les projets là, il est déjà là. Il a toujours existé, on l'a rappelé ici. On est allé même un peu plus loin à la veille de l'indépendance, avec tout ce qu'il y a eu comme mouvement politico-militaire, ça et là, notamment ici au Katanga avec M. Tchombe. Il y a des États qui étaient, qu'on appelle dans les langages diplomatiques des États en exil, comme le Katanga, le Grand Kasaï et même le Grand Kivu lui-même. Et donc, s'agissant du mouvement du 23 mars et le fait que celui-ci occupe déjà certaines localités, est-ce que cela serait déjà une mise en œuvre de ces projets-là? La question n'est pas à négliger. Parce qu'en fait, ici, il faut rappeler à vos téléspectateurs que le M23 n'est pas son premier coup d'essai, comme on dit. Il a déjà occupé, d'ailleurs, ils sont allés même plus loin en 2013, lorsque la capitale de la province du Nord Kivu, Goma, pour ne pas les citer ici, est tombée. Et donc, les mécanismes qui étaient mis en place, la diplomatie avec les parrains de ces mouvements-là ont permis, et même l'action militaire, ont permis de démanteler ces mouvements et de le reléguer pour qu'ils se réfugient là où ils s'est réfugiés. Et donc à ce jour, dire que le fait qu'ils ont occupé certaines localités est un début, à mon niveau, je crois que ça serait un peu exagéré. C'est quand même un mouvement armé qui a ses revendications, même si elles ne sont pas légitimes aux yeux de tous. Parce que les faits sont là, ils occupent déjà certaines localités. Bien évidemment, je l'ai rappelé, en 2012-2013, ils avaient d'ailleurs occupé une majeure partie avant d'être délogés. Et donc, comme on l'a rappelé ici, le gouvernement à l'époque semblait un peu sommeillé. Il misait plus sur l'aspect diplomatique, alors que les partenaires en place n'étaient pas du tout sincères. C'est des partenaires qui s'est moqué de lui. Ce n'est que maintenant que le gouvernement essaie un peu de s'assumer
Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il faut aller sur cette lancée-là. L'offensive militaire est déjà là. Il y a certains États étrangers qui ont accepté de déployer leurs troupes, tel est le cas du Kenya, qui sont déjà là et qui voient dans quelle mesure avec les commandements militaires congolais pour voir comment les déloger. C'est ce qui est en train d'être fait. Ils se battent et les résultats à ce niveau-là, on ne peut pas le prédire ici. Ce qui est seulement vrai, c'est que notre souhait est que notre souveraineté soit préservée. Nos frontières que nous avons héritées de la période post-1960 restent intactes. C'est ce que nous voulons d'ailleurs, parce que même dans la Constitution, cela y est coulé. Et donc, ici, nous avons l'espoir que les gouvernements, dans sa nouvelle philosophie, puissent faire en sorte, parce qu'il n'y a que les gouvernements qui disposent de tous ces moyens-là pour pouvoir chasser ces mouvements rebelles, essayer de rétablir la paix dans ces territoires-là, parce que la paix de cette partie du pays dépend aussi de notre paix. Donc il est important que ces mouvements rebelles soient délogés et que l'on puisse rectifier certaines situations, notamment la question politique, parce qu'il faut aussi rappeler que c'est notre façon de conduire la politique en interne qui est aussi à la base de cela. Pas seulement avec ces régimes, mais aussi avec les régimes précédents. Merci beaucoup, M. Placide. M. Jurbi, bonjour, rapidement. Les déploiements de certaines troupes à l'est de la République démocratique du Congo, notamment les troupes ougandaises, les troupes kenyanes déjà qui sont sur les sols congolais. Est-ce que vous pensez que cette façon de faire va permettre au gouvernement congolais de défendre beaucoup plus l'intégrité du territoire national? Justement, c'est possible d'arriver dans cette perspective, parce que d'ailleurs nous avons une armée en pleine restructuration, en plein nettoyage. Vous vous rappellerez que dernièrement d'ailleurs il y a un général Philippe Yav qui a été attrapé, il la met dans les sacs en train de concocter quelque chose avec les puissances multinationales. Et donc nous avons cette armée qui est en pleine réforme. Et nous avons, pour le moment, en tout cas, nous avons besoin de ces troupes étrangères, notamment l'armée kenyane, l'armée ougandaise, pour aider les FARDC. Mais ça, c'est juste pour aider les FARDC. Mais beaucoup plus, le gouvernement doit mettre des moyens, comme il fait d'ailleurs quelque chose aussi à saluer par rapport au budget qui est passé de 3% à, on a ajouté quelque chose de 4% encore. Juste la partie qui concerne l'armée, c'est quelque chose à saluer. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que l'armée, la RDC, soit davantage forte pour contrecarrer. Mais au-delà de ça, les autres membres, les autres pays peuvent toujours nous venir en rescousse avec leur armée pour faire face à tout ce que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup, M. Jurmi. Votre dernier mot, je commence par vous, votre dernier mot en rapport avec ces projets de balkanisation de la République démocratique du Congo. La première chose, c'est que j'aimerais dire que nous sommes confiants que nous allons remporter la guerre. Nous allons mettre en déroute, comme ça s'est fait en 2013, le 1-23. Mais il y a certains préalables dont le gouvernement doit miser. C'est notamment sur le plan politique. Sur le plan politique, avec la sensibilisation, la mobilisation, mais aussi, comme je l'ai dit ici, l'information de la population pour que cette dernière se prenne en charge. Il y a aussi sur le plan militaire, doter des moyens suffisants au FARDC pour qu'enfin qu'il nous manque de rien pour permettre d'être toujours présent au front et de mettre fin contre la guerre. Il y a aussi le dernier point, je chute, le dernier point, l'avant-dernier point, c'est les plans, sur le plan diplomatique. Il y a possibilité aujourd'hui que la RDC puisse, au travers de l'Union, l'ONU, voir mettre en place un tribunal, parce qu'il y a des préjudices qui ont été causés dans la population qui vit à côté de l'Est. Ces populations doivent être dédommagées. Un tribunal pénal international, juste congolais, pour juger toutes ces personnalités, ça ferait une... Et je chute par le dernier point, c'est sur le plan juridique. Vous vous rappelez dernièrement, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a dit qu'il y a
députés qui sont des mèches avec merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Jérémy Bonza, monsieur Placide Kishiko. Votre dernier mot en rapport avec ces projets de balkanisation? Ce projet étant réel, comme nous l'avons dit à maintes reprises ici, il est important. Nous, d'ailleurs, nous SID, avec en tête notre leader, le président Fayoulou, nous l'avons toujours dit dans cet élan patriotique, il est important que ceux qui ont la gestion de l'État sous leurs responsabilités puissent prendre des mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent, c'est notamment la formation, la restructuration de l'armée. Il faut doter à cette armée les moyens dont elle a besoin pour être dissuasive. Mais à côté de cela, parce que nous sommes un État civilisé, nous devons, tout en poursuivant l'action diplomatique, essayer de recadrer certaines situations au niveau interne. Parce que finalement, la question devient plus inquiétante qu'avant. Nous allons vers des situations qui ne nous laissent plus indifférents. Il est important que le gouvernement s'assume. Parce que le gouvernement sait réellement à qui il a affaire. Et sachant cela, il doit aussi adapter les moyens appropriés par rapport à la taille de celui-là. Merci. Pour que nous ne puissions pas regretter un jour. Merci beaucoup, monsieur Placide Kishito. Monsieur Dominique Kadisha, je termine avec vous. Votre dernier mot en rapport avec ces projets de balkanisation. C'est ici pour moi de soulever une faiblesse de ce que nous appelons la loi d'habilitation. Vous allez comprendre qu'en 2013, c'était par rapport à cette loi d'habilitation que le gouvernement a eu à signer des accords de 2013 là, avec le 1-23 qui aujourd'hui nous sommes en train de s'offrir par rapport à cet accord-là. Et je dirais même que ici nous demandons au gouvernement de doter l'armée les moyens conséquents. Je salue la loi de programmation sur l'armée. On est en train de revoir le budget, on est en train de voir comment est-ce qu'on va vraiment prendre en charge nos militaires pour qu'ils se sentent un peu responsables dans leur zone de responsabilité à l'Est, qu'ils se sentent réellement responsables pour affronter l'ennemi qui n'est que le Rwanda. Ici aussi, nous, comme je l'ai dit là, réfléchissons sur le rapport au mapping, ça peut beaucoup nous aider aussi parce que nous savons que mon co-débatteur vient parler de ce tribunal international juste pour la RDC. La matière à traiter dans ce tribunal, c'est soulevé ou bien c'est bien notifié dans le rapport mapping. Donc nous devons, nous politiques réellement, si nous aimons notre pays, nous devons réellement travailler sur le rapport mapping et voir au possible comment on peut arriver à installer ce tribunal pour que réellement que le dégât causé à l'Est soit réellement réparé. Merci. On ne peut pas parler toujours de balkanisation, mais les auteurs sont à Kinshasa, dans le fauteuil, on ne sait pas comment les inquiéter. Merci beaucoup, monsieur Dominique Kadisha, pour cette intervention. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission qui s'est penchée sur ces fameux projets de balkanisation de la République démocratique du Congo, tant décriés par plusieurs organisations, gouvernementales ou non gouvernementales, par plusieurs acteurs politiques, bien évidemment. Nous sommes arrivés au terme de cette émission et pour en parler, j'ai reçu pour vous Dominique Kadisha. Il est des Lignons sacrés de la nation. Merci à monsieur Dominique d'avoir accepté à notre invitation. Non, c'est à moi de vous remercier. Merci également à vous, monsieur Placide Kishito. Vous êtes de l'Hélicité parti, cher Martin Fayoulou. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Merci à vous de nous avoir associés à ce débat d'idées. Merci également à vous, M. Jérémy Bonza, d'avoir participé à cette émission. Merci, M. Ali, pour cette invitation pour parler République. C'est terminé, fidèles téléspectateurs. Merci de votre fidélité sur les antennes de FAYA Télévision. Les programmes sont en continu. Bonne continuité. C'est une situation qui fait débat et qui s'empure du jour le jour.
La situation reste toujours compliquée sur la ville de Lubumbashi à ce qui concerne l'approvisionnement en carburant. Des stations sont inondées par des véhicules. Tu ne crois pas depuis 13 heures, mais jusque-là, tu n'as pas de carburant.